Et donc merci beaucoup, Nathalie pour cette intervention. On va donner la parole à Corinne. Je pense que, il y avait des choses à dire un petit peu. Je chantais une Non, non, non? excuse-moi, non, pas tout de suite là, merci. Merci. Peut-être si faire un peu les droits d'auteur et le droit d'auteur, ça veut bien dire ce que ça veut dire, on est tous d'accord, hein. Et il y a le droit moral aussi. Le droit moral peut se substituer au droit d'auteur. Je pense que ça, c'est pas réprimandé, on est d'accord, le droit moral. Ce qui veut dire, c'est qu'on a une autorisation, en quelque sorte, d'utiliser voilà, l'aspiration qu'on a eue sur un livre ou sur une histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, le droit moral, ça, c'est pas répréhensible, c'est pas interdit, contrairement au droit d'auteur. Ah, mais Maintenant, oui, vas-y, vas-y. vas-y. Vas-y, Marc, oui. Je ne veux pas te couper, mais parce que ouais, ça fait Tu penser vois, à un grand écrivain qui est génial. Et il est allé, Beaumarchais, non, non, Chateaubriand. Chateaubriand. Chateaubriand, et il est allé donc en parlait d'ailleurs avec Théo. Chateaubriand a fait un grand voyage en Moyen-Orient, à Jérusalem, tout ça, pour revoir un peu ses ruines, tout ça. Et on sait maintenant, on sait très bien que tout est faux. En fait, il pensait qu'à retourner en Ah, Espagne pour trouver sa maîtresse, et il a mhm, pris des mhm. guides, des textes de personnes qui étaient déjà là, notamment, alors je ne sais plus quelle ruine c'était d'ailleurs. Il décrit les ruines de manière voilà, splendide, sauf que les ruines n'existaient plus à son époque, et il a recopié tout simplement le récit d'un voyageur. Mais il a recopié tellement bien, quelque part. Quelque part, est-ce qu'on peut. Oui, c'est du plagiat, bien sûr, mais voilà, je ne fais pas pour le plagiat, mais quelque part, Chateaubriand a pris un texte difforme, un guide touristique, j'exagère, mais c'était pas ça, mais c'est un récit d'un touriste, et il en a fait. Voilà, il en a fait Chateaubriand. Et donc, bon, quelque part, voilà. C'était juste que je voulais juste faire ces petites. Voilà. Mhm. Mais c'est vrai qu'on en a bien parlé, de Chateaubriand et c'était assez brillant de voir cette œuvre. Même il avait dit qu'il avait rencontré, Washington aussi, alors que c'était complètement impossible. Non, il adorait un petit peu construire, sa grandeur. «Oh, j'ai rencontré telle personne, j'ai vu telle chose». «Non, non, Chateaubriand, tu n'as Non. pas vu ça». Et non, c'est Il assez flattait drôle. son ego. Bien sûr, mais bien sûr. Est-ce qu'on peut le être en désaccord avec ça? Je voulais rebondir justement avec, la gravité du plagiat. À quel point c'est grave, à quel moment ça heurte, ça devient compliqué et je pouvais pas parler du plagiat sans parler de l'affaire PPDA. Ça, j'étais obligé. Alors PPDA, pour la petite histoire, il a écrit, une biographie d'Hemingway. Sauf que, il s'avère qu'il y avait, des grosses similarités avec un ouvrage, de Peter Griffin, sur le même sujet. Alors, je mettrai le lien dans le podcast, il y a quelques passages, qui sont assez drôles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on se retrouve dans une situation où c'est pas du plagiat, vraiment du copier-coller. On sent qu'il a suivi la même trame. C'est un petit peu comme la bicyclette bleue, en fait. C'est la même trame, les mêmes événements qui se Ouais, passent un peu au même moment, avec voilà la tournure grammaticale un petit peu inversée, et cetera. Et on en est à cette affaire qui a fait quand même pas mal de bruit, hein. Une personnalité comme PPDA qui oserait faire du plagiat. Donc voilà, à quel point ça peut heurter, l'auteur principal. Surtout que sur l'affaire PPDA, Peter Griffin, sur qui il aurait copié de nombreux passages, est décédé et donc il n'est plus là pour contester. Donc voilà, à quel ouais, moment on va heurter l'écrivain, original? Qui veut PPDA, c'est Nathalie? celui qui a fait l'interview de Fidel Castro en images collées, tout ça. Donc, c'est le journaliste actuel, quoi. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout journaliste et qui fait du vide. Bon. Mais quelque part, est-ce que l'argent, bien sûr, un procès, mais est-ce que, juste comme dans le bouquin d'ailleurs de Nicolas Ray, comme je parlais, est-ce que la punition du plagiaire, de cet auteur, c'est pas justement de dire ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il n'a rien fait, tout simplement. ouais, PPDA, c'est ouais. rien, c'est tout. Mhm, mhm. Ouais. Si je peux me permettre, j'ai lu un petit article concernant le plagiat, justement, là, récemment, et il disait que
quelque chose qui m'a un petit peu heurté, c'est être plagiaire n'est pas un faussaire. Autrement dit, dans le cadre de PPDA, par exemple, on pourrait l'attribuer à un faussaire. Mm. Un faussaire, donc pas condamnable. Mhm. Alors Si, les faussaires un plagiaire peut être condamnable. Mais le Faussaire aussi. faussaire aussi. Le Le faussaire, faussaire, c'est celui qui va dans recopier. l'art, oui, dans l'art, effectivement, oui. Il va peut-être modifier un tout petit truc, Ouais. et puis il va signer du nom de l'œuvre recopiée, de l'auteur, pardon. Mm. C'est ce qui a fait que le peintre, le Gréco, Mm. Domenico Theotokopoulos, le Mm. peintre du XVIe siècle espagnol, enfin grec, crétois, mais vivant en Espagne, ses œuvres ont été, pour certaines, qualifiées de plagiat parce que il a lui-même beaucoup recopié ses propres œuvres. Et comme sa maîtrise diminuait, on voit très très bien, notamment sur des œuvres qu'il a créées. Il a fait un premier Saint-André avec sa croix, etc. Mais il y a de par le monde plusieurs tableaux représentant exactement le même Saint-André avec sa croix de travers, qui sont toutes signées du Gréco, et il y a des propriétaires d'œuvres qui ont été poursuivis parce qu'on leur a dit, mais attendez, ce sont des faux. Alors que non, c'était le Gréco lui-même, sauf que son art a diminué parce que sa maîtrise diminuait du fait de son âge. Mais là, un faussaire, il peut être reconnu faussaire s'il refait exactement la même œuvre en la signant du nom du créateur initial. Là où il y a eu un faussaire de génie en France, et même à l'étranger aussi, qui a reproduit énormément d'œuvres, qui étaient absolument admirables, parce que même des commissaires-priseurs, même des experts se sont retrouvés piégés. Et là où il a eu envie, lui, d'être reconnu comme véritable auteur, c'est que de temps en temps, il se permettait une légère modification dans les tableaux qu'il a recopiés. Il a été pris, il a fait de la prison, etc. Bien après, il a même aidé des organismes, il a aidé des tribunaux à reconnaître des tableaux de lui-même ou d'autres qui étaient des copies, parce qu'il était tellement expert dans son domaine que, un petit peu comme dans le film Attrape-moi si tu peux, le mec qui fait des faux billets a fini par devenir un expert pour les repérer. Donc là, le faussaire, il ne signe pas lui-même, il ne signe pas de son nom. Et ça va, à un moment, ça peut le déranger et de dire, mais merde, à la fin, c'est quand même moi qui ai créé ça, même si c'est une superbe copie, c'est quand même moi qui l'ai faite. Et donc là, dès qu'il y a tromperie, à mon sens, il y a répression. Il devrait y avoir répression. Si on n'est pas trompé et qu'on sait qu'un tel, il a recopié tel tableau ou tel texte, en disant, ben oui, c'est moi qui l'ai écrit, c'est moi qui l'ai recopié à ma sauce, mais bon, c'est de la recopie. S'il le reconnaît, il n'y a pas de tromperie. Mais dès lors qu'il y a tromperie et bien sûr profit sur cette tromperie, alors là, oui, bien sûr, il faut lui tomber dessus bien comme il faut. Et c'est là aussi où je ne comprends pas dans les œuvres littéraires, comment est-ce que des agents littéraires ou comment est-ce que des maisons d'édition ne sont pas, ou alors elles sont complices, mais ne sont pas capables de dire tel auteur, attends Régine, t'es mignonne, mais ta bicyclette bleue, voilà quoi. Donc c'est là aussi, je trouve que c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Albin Michel, ils ont eu des problèmes, hein, mais est-ce qu'ils auraient dû dire non, c'est carrément pas Ouais. une œuvre vraiment originale. Le contexte est différent, mais franchement, l'idée et les personnages, ce sont les mêmes. Ouais. Ce sont les mêmes. Surtout à l'époque où C'est on très, avait. Ouais, vas-y. excuse-moi, c'est très intéressant ce que tu soulèves, Nathalie. Et effectivement, où commence la limite, en fait, dans les maisons d'édition.
Parce que ça, c'est pas possible de pouvoir euh, donner en fait une limite tout simplement. Et à partir de là, peut-être qu'on aurait moins de plagiat, quoi. Euh, je sais pas. Ouais, je pense avec moins de livres aussi. Et Il y a comme tu beaucoup parles de trop de livres. profit aussi, ouais. Et tu parles de profit, Nathalie, effectivement, on vit dans un monde et dans une société de profit. C'est là la question qu'il faut se poser aujourd'hui, quoi. Jusqu'où on peut avoir des limites et surtout, qu'est-ce que ça, voilà, à qui ça profite? Parce que visiblement, c'est certainement partagé entre la maison d'édition et l'écrivain en soi lui-même. Je sais pas. Ouais, ouais, Il faudrait des brigades pour voir un peu ce qu'on pourrait faire, nous, à notre niveau, quoi. Mm. c'est vrai. Marc, je voyais que tu voulais intervenir. Oui, Pour j'aime limiter. bien justement, Corinne, ce que tu viens de dire. Il ne faudrait pas de brigade, au contraire. C'est qu'il Ah, faudrait la culture. La culture. Parce que là, ah oui, c'est tout, oui, c'est tout un système, tu vois. Parce que, voilà, oui. aller mettre des censeurs, surtout pas de censure. Mais tu disais, Mm. comment ça se passe dans ce système? Mais regarde, il y a deux choses. Un, on voit, quand Harry Potter est sorti, Rowling, je ne me rappelle plus le nom, Rowling, elle a traîné avec son bouquin. En plus, elle avait une situation particulière privée, de vie privée qui était catastrophique. Elle a toujours une vie difficile. Elle avait eu ce bouquin, personne n'en voulait. Alors là, elle a essayé de le faire sortir par elle-même. On connaît ces choses-là. Personne n'en voulait. Il y a un éditeur américain qui a tombé dessus. Il a dit, je vais faire du fric là-dessus. C'est tout. C'est pas de l'art. Je vais faire du fric là-dessus. Et quand Harry Potter, bon, on a le succès mondial que ça a eu, toutes les maisons d'édition, enfin, beaucoup de maisons d'édition ont dit, allez mon coco, tu vas m'écrire des bouquins comme ça, tu vas m'écrire Harry Potter, autre chose, mais c'est pareil. Et là, c'est pas du plagiat, mais c'est la même chose. Le public a aimé ça, balancez-moi des trucs. Et là, alors, les maisons d'édition, mais les maisons d'édition, il y a un bouquin que je le cherchais, que j'ai, c'est Belfond qui avait écrit un bouquin, mais il y a très longtemps, parce qu'il est mort, hein, c'est toute sa famille qui est derrière. Les années 70, à leur radio, il y avait des journalistes à l'époque, et il y a une journaliste elle avait pris le livre, enfin le petit texte de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné, elle avait changé l'époque, elle avait changé les noms, elle avait laissé tout pareil, le reste, tout était pareil. Et elle a envoyé à toutes les maisons d'édition de Paris. Qu'est-ce qui est arrivé d'après vous? Je vous le donne en mille, il n'y a eu que deux maisons d'édition qui ont répondu non, madame, c'est du Hugo, et l'autre, un qui a répondu vous remercierez Victor Hugo. Voilà. Toutes les autres maisons d'édition ont, en plus, n'ont pas reconnu, mais en plus ont carrément refusé. Et Belfond, il raconte dans sa vie, il raconte que sa maison d'édition, enfin la personne qui s'occupait de ça, ont même envoyé une lettre tout à fait presque insultante à la personne en disant mais qu'est-ce que c'est que ce texte, mais ça vaut rien, je vous conseille d'arrêter la littérature. C'était Victor Hugo. Et alors les maisons d'édition, je ne vais pas taper dessus parce que c'est un peu facile, mais le but n'est pas là, c'est qu'il y a l'art, il y a l'argent, il y a le marché de l'art, le marché, comment on va concrétiser ça. Et donc, le plagiat, il s'en fout complètement. Et donc, comme tu as raison de dire le plagiat est faussaire. Le faussaire va utiliser quelque chose qui peut rapporter, il va l'utiliser vraiment pour lui. Et après, il y a celui qui trouve des idées. Bon, ben voilà, ben oui, c'est déjà écrit. J'ai écrit un bouquin sur les croisades, pas moi, mais quelqu'un a écrit un bouquin très bon sur les croisades. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a déjà écrit sur les croisades et qui a une même petit détail qu'on peut dire ah, mais attends, ouais, c'est plagié. Voilà, c'est ça que je veux dire, bien faire la différence. Et justement, c'est peut-être en cultivant les gens, en disant pourquoi vous achetez les bouquins du prix Goncourt alors qu'on sait très bien que c'est une magouille, parce que c'est à la mode, parce que vous êtes dans le narratif. Sortez de ça. Vous voulez parler à l'auteur, comme disait Nathalie, mais parlez à l'auteur. Trouvez un auteur en côté de vous, que vous avez lu le bouquin, parlez à l'auteur. Vous verrez si c'est plagié. On verrait s'il a un sens à dire. Voilà. Super, merci Marc. Nathalie, Oui, tu disais surtout pas de brigade de censure, il n'est pas question de censure, mais le fait est que je suis maman de 5 enfants de 33 à 13 ans. J'ai donc vu l'évolution de la culture générale de notre population jeune, plus ou moins âgée. J'ai donc vu aussi la dégringolade du niveau culturel qui est demandé à nos élèves. Micha, je pense que tu auras sûrement quelque chose à dire là-dessus. Mais nous sommes confrontés à des gens de plus en plus nombreux qui en savent de moins en moins et qui se... Où sont les sources d'élévation de l'esprit et de culture générale? Où sont-elles maintenant? Comment est-ce que tu veux que un gamin
qui a 10 ans aujourd'hui, qu'aura 25 ans plus tard, puisse dire tel auteur, oh, J.K. Rowling, c'est extraordinaire ce qu'elle a écrit, c'est tellement nouveau, c'est tellement... Non, elle a piqué l'œuvre d'une autre dame qui n'arrivait pas à se faire éditer, elle l'a remasterisée à sa sauce, et l'autre dame, elle a voulu derrière récolter un petit peu de la poussière d'étoiles et un peu de sous pour elle-même, et elle s'est fait renvoyer, mais dans ses buts, avec perte et fracas. Jamais elle n'a été reconnue comme étant l'auteur original sous prétexte qu'elle a inventé l'école des sorciers, qu'elle a inventé quelques personnages. L'autre, je ne vais pas minimiser son action, sauf que ses derniers bouquins c'est juste admirablement mal écrit, mais parce que les derniers qu'elle a écrits, c'est de la redite de ce qu'elle a dit avant, donc c'est très pénible, ça se voit bien. Et je me dis, mais si on se réfère à ce genre de littérature, si nos jeunes se réfèrent à ce genre de littérature pour se dire ça, c'est de la littérature, ben merde, excuse-moi du terme, mais, mais non, ça va pas. C'est pareil, l'auteur, je sais plus, je crois qu'elle est canadienne, elle a écrit Les Chevaliers d'Émeraude. Mes gamins, ils ont lu ça. Je les ai lus aussi pour savoir ce qu'ils lisaient. Et je me suis dit, mais c'est le même livre sur 7 tomes. C'est à hurler de pauvreté. Et même de pauvreté de création littéraire. Même si elle avait écrit comme n'importe comment, c'est de création d'idées, etc. C'est d'une pauvreté, mais à mourir, quoi. Et je me dis, si c'est avec ça qu'on va faire les générations futures, flûte, hein. Donc on n'aura personne qui va dire telle œuvre, c'est une œuvre originale ou telle œuvre, c'est une œuvre copiée. Plus personne. Idem pour les œuvres artistiques, picturales, musicales et autres. La même chose. On est en train d'atteindre un tel désert culturel qu'il y aura personne pour dire, mais non, mais attends, telle sonate, elle a été écrite par Mozart, Beethoven ou Scarlatti, mais c'est pas une œuvre originale. Donc on va être confronté à ça assez rapidement. Déjà maintenant d'ailleurs, de toute façon. Sauf si effectivement on se retrouve avec des gens qui ont de plus en plus envie de découvrir et d'aller eux-mêmes, sans attendre que la télévision leur balance les infos et les découvertes culturelles. Merci Nathalie, c'était une opinion qui est vraiment sortie des tripes. Moi, j'ai beaucoup aimé tout ton avis, mais on sent, non, mais on sent que tu es mère d'enfants et que voilà, forcément l'éducation de tes enfants et l'avenir de notre connaissance, il est important. On s'est posé la même question avec Marc au début, avant de commencer à Livre ouvert, justement. On se demandait, mais les gens deviennent abrutis, en fait. Ils vont plus chercher les véritables sources, ils n'ont plus les mêmes références. Et j'en profite pour donner la parole à Micha, qui aura sûrement des lumières à ce sujet. Des lumières, peut-être pas, mais alors moi, j'avais un de mes maîtres en littérature m'a toujours dit, bah, écoute, si tu veux être un bon lecteur, tu choisis un livre, un bon livre, un classique, un seul, et puis tu le lis. Et puis, ça remplit ta vie. Il y a un seul livre à lire, choisis-le bien. Et alors ça m'a toujours perturbé, puis après, il a disparu, cet homme-là, malheureusement. Et ça m'a toujours perturbé, mais je ne suis pas sorti de là. Et j'ai constaté que effectivement lire, mon réflexe de lecture, c'est de lire pendant 1 heure et puis d'y réfléchir 2 minutes. Et il faut faire exactement l'inverse. Il serait bon de prendre une très bonne œuvre et puis de savourer 2 minutes de lecture et puis passer ensuite 1 heure de réflexion là-dessus. Je crois que c'est ce que faisait Dostoïevski, par exemple. Il prenait un petit sujet et puis il le travaillait, il y réfléchissait beaucoup. Et on en est là. Et alors, le problème, pourquoi je parle de ça? Parce que comme petits auteurs, on est confronté à une industrie extrêmement performante qui sera toujours plus forte que nous. Et cette industrie, elle est possible parce qu'il y a une quantité. C'est le règne de la quantité. Parce qu'il y a beaucoup de livres, beaucoup d'œuvres, donc beaucoup de ventes, donc une optimisation aussi de l'écriture, c'est normal. Donc quand on va venir avec notre œuvre, comme tu as dit, Nathalie, ce qu'on aime parfois dans une œuvre, c'est ses dissonances. Justement, c'est son côté humain, peut-être la rature sur le manuscrit qu'on va apprécier, ou la fin un peu ratée, qui peut donner du charme à une œuvre.
Eh bien, ça, c'est banni par l'industrie. Et l'industrie va reprendre nos manuscrits. Elle va en faire ce qu'elle sait très bien faire et beaucoup mieux que nous, c'est-à-dire une œuvre qui tient la route et qui sera prête pour la vente. Donc, et ça, c'est simplement un problème de quantité. Il y a peut-être trop de livres, trop de propositions de lecture qui ne sont pas nécessaires. Lire, hein, si ce n'est pas une invitation à la réflexion, à la méditation et à l'approfondissement, c'est pareil, c'est déjà lire comme on regarderait son fil WhatsApp ou bien du TikTok. Alors, ça demande plus de compétences, mais c'est du zapping. Non, il faudrait lire pour de vrai, pour une fois, s'asseoir et réfléchir à ce qu'on fait. Bon, voilà ce que j'en dis. Ouais, très belle intervention. Moi, je ne peux que te donner raison, Micha. J'ai une petite anecdote à ce sujet-là. En ce moment, j'ai tendance à lire beaucoup de livres historiques et ma compagne, elle est dans cette période où elle a besoin de livres un peu détente, parce que quand on en lit beaucoup, forcément, moi, j'ai aussi ces petites transitions. Et là, j'étais en train de lire les mémoires d'un chevalier de la Grande Guerre de 1800 à 1810. Et du coup, j'ouvre ça et ma copine, elle me regarde, elle me dit, mais t'as pas fini de lire des trucs qui ont l'air compliqués. Et je dis, mais ouais, c'est exactement ce rapport au livre, c'est quelque chose qui va nous apporter de la méditation, de la réflexion. Et moi, je trouve que c'est important. Alors, ça peut être des livres classés détente, selon notre opinion, mais je trouve ouais, il faut qu'il y ait un lien, faut qu'on se sente connecté avec l'auteur et qu'on l'écoute parler avec ses tripes. Je trouve que c'est très important. Est-ce que je suis le seul dans ce cas de figure ou pas forcément? Je suis entièrement d'accord avec toi. Le sujet est important. Le Le sujet est sujet très du important. livre à laquelle on va s'attendrir et avoir des émotions, partager, être d'accord avec ce qui est écrit. Tout ça, c'est important. C'est une nourriture, en fait, ce que je disais au début. Et le choix premier, c'est ce qui nous attire, en fait, dans ce livre. Notamment, comme tu dis, bah, l'histoire, quoi, bien sûr, pour ta part Ouais, et la mienne, évidemment. On se rejoint. l'histoire, c'est sûr Ouais. que c'est super important, mais c'est aussi Ah, la façon dont on va l'écrire pour susciter des émotions, des souvenirs, la façon. Là, moi, mm. je regardais la newsletter d'une accompagnatrice à l'édition parce que je suis inscrite là-dessus avec elle, parce que c'est ce qu'elle fait. Elle accompagne des auteurs pour les amener jusqu'à être édités. Donc, c'est quelqu'un avec qui j'ai envie de travailler. Et je suis donc inscrite à sa newsletter que je reçois tous les 15 jours. Et elle disait ça, elle disait, mais si tu veux écrire quelque chose, écris-le, imagine, mets-toi dans la peau du lecteur qui va découvrir qu'est-ce que quand tu écris quelque chose, c'est pas gratuit. Qu'est-ce que tu vas susciter? Est-ce que tu vas quelle émotion tu vas susciter? Parce qu'on est émotion, nous, être humain, enfin être vivant. On est pétri d'émotions et donc il y a telle personne va être sensible à telle phrase ou à telle musique ou à telle image reproduite en mots. Une autre personne va être sensible à complètement autre chose. C'est ça ce qui fait la richesse de notre humanité. Et justement, quand tu écris, pose-toi la question, quelles émotions vas-tu susciter pour la personne qui va te lire? Et pour ça, il y a un truc qui est très, très intéressant, c'est de lire à haute voix. Et si, moi, il m'est arrivé d'écrire, j'ai écrit déjà tout un roman mais qui n'a encore jamais été publié, mais quand je le relis, il y a des moments, je me dis, mais je ne sais pas qui a écrit ça, parce que j'ai pas l'impression que c'est moi. Alors que si, je sais que c'est moi, je me souviens à 4 heures du matin d'être devant mon ordi, donc c'est bon. Mais, mais c'est de redécouvrir et de me dire, mais voilà, ça suscite ça comme émotion en moi. Quand j'ai donné à lire ma nouvelle au mec qui l'a inspiré, mais il était super ému. Et je me suis dit, bon, ben, j'ai touché la personne qui a vécu cette randonnée en montagne alors que j'ai écrit un truc qui n'a rien à voir. Et il a été complètement touché. Et alors bien sûr, c'est pas un essai littéraire où je n'apprends rien à personne, mais
dans les œuvres de fiction, c'est, enfin, je pense, mais même peut-être dans des œuvres, dans des essais, on va susciter une émotion envers le lecteur. Et cette émotion-là, elle est authentique. Maintenant, pour revenir sur le sujet du plagiat, si ça n'est pas mon travail à moi qui a suscité cette émotion, je me suis foutu de la gueule du mec qui l'a lu. Et là, ça va pas. Entièrement d'accord, tout à fait. J'avais une dernière question à vous poser vis-à-vis de ça. Qu'est-ce que vous pensez qui est le plus correct comme sentence à donner à quelqu'un qui est non seulement accusé, mais qui a fait acte de plagiat? On a parlé d'une petite amende de 6 000 € tout à l'heure avec Marc. On a parlé de PPDA. Oui, c'est pas passé grand-chose, à part je vais voir avec mon éditeur et puis on va réécrire quelques passages. On avait avec ce professeur turco qui a été suspendu pendant 6 mois d'enseigner. Est-ce que vous pensez que c'est léger? Est-ce que vous pensez qu'il faut être un petit peu plus, un peu plus, comment dire, virulent, autoritaire à ce niveau-là? Peut-être je prends la parole en premier. Vas-y, Marc. Peut-être, je pense, moi, je pense pas qu'il faut encore une fois, aller vers le juridique et le légal, parce que ça, c'est des gros groupes qui gagneront de toute façon. Et un petit auteur qui va se faire voler carrément tout le manuscrit, il aura rien de toute façon. Et puis bon, après, quand c'est des auteurs connus, ben, on va leur soutirer un peu d'argent. Mais c'est pas. Est-ce que c'est vraiment c'est important? Peut-être qu'on devrait dire, bah, écoutez, puisque voilà, on parle de régime de forge, eh ben, on demande à l'éditeur de publier Margaret Mitchell, pareil, en même temps, comme ça. Les gens disent, regardez Margaret Mitchell, regardez, faites-vous une idée, puisque c'est puisé là-dedans, ben voilà, simplement. J'ai peur, moi, si on laisse passer toujours, venir toujours comme point de vue juridique, on arrive à des catastrophes. Et on voit bien la situation actuelle, bon, et en plus, on va pouvoir sortir avec cette idée de narratif. Là, on va encore donner du pouvoir sur la création. Il ne faut pas mettre du pouvoir sur la création. La création doit être libre. Alors, comme sanction, mais je dirais, voilà, l'éditeur de Régine de Forge qui réédite à chaque fois toute cette bicyclette bleue, qui est peut-être pas si mal, eh ben, il publie en même temps Margaret Mitchell. Voilà. Mon avis, je vous laisse, je vous laisse la parole. Merci, Micha. Je trouve que Marc est bien gentil. Non, quelqu'un te vole ta vie. Travailler, c'est vraiment comme un accouchement, hein. Bon, ça, c'est pas moi qui ai inventé ça. Et donc, on ne peut pas se faire voler son enfant comme ça. C'est trop douloureux. Et puis en plus, il y a toujours une dénaturation dans le plagiat. Moi, je pense que comme je suis contre l'idée de réécrire 2 fois la même œuvre, il faut garder non pas la meilleure, il faut garder l'œuvre originale déjà et remanier le plagiat. Alors, si le plagiaire est génial, ça arrive, hein. Il arrive parfois que le plagiaire soit meilleur que l'auteur. Dans ce cas, c'est un peu la loi romaine de la colonisation, hein. Si des colons arrivent à faire fructifier une terre qui était en friche, eh ben la terre leur appartient. Bon, là, c'est la loi du plus fort. On ne peut rien y faire. Mais généralement, ce n'est pas le cas parce que le génie, ben, il est génial et puis le plagiaire, il est plagiaire, c'est tout. Donc, même avec la plus grande industrie littéraire du monde, on ne peut pas faire ces dissonances dont on parlait tout à l'heure, ces petites erreurs d'appréciation au niveau d'un verbe, cette petite humanité, trace d'humanité, qui fait que non, on ne peut pas déposséder un auteur de son travail. Moi, je suis pour la peine maximale contre les plagiaires. Voilà. Un bannissement Jusqu'à total mettre au du pilon. monde. Non, mais je suis pour un bannissement total du monde des lettres de la part d'un plagiaire, tout simplement. Alors, après, on peut prendre, je ne sais pas si... je pensais à des faussaires comme Romain Gary. Les faussaires, on ne peut pas... Et c'est pas un vrai faussaire, tout ce qu'il a écrit, c'est lui qui l'a écrit. Mais il a fait tout un jeu où il a eu 2 fois le prix, c'était le prix Goncourt. Voilà. Je crois que c'est le prix encore. Ouais. Ah oui, c'est le prix Goncourt. Bon, mais alors ça, c'est pardonnable 1000 fois, évidemment.
Mais par contre, un plagiaire doit être banni. Pour moi, on doit faire comme dans la République romaine, on efface le nom du traître et il doit disparaître. Voilà. Et ne même plus en parler. Parce qu'il n'y a rien de pire comme punition que de... Je ne sais plus qui est-ce qui a dit ça, c'est parler de moi, même en mal, c'est toujours en parler, donc c'est toujours bien. Et, euh, et non, moi, je te rejoins assez, Micha, là-dessus. C'est effectivement... ou alors, la prochaine œuvre qu'il va produire, il va vraiment falloir qu'elle soit épluchée jusqu'à la dernière trame pour que effectivement on dise, mais non, mais là, ce coup-ci, c'est vraiment lui qui l'a écrit, quoi, il n'y a pas de souci. Et après, bon, ben, pourquoi pas, une certaine rédemption. Mais, euh, mais c'est vrai que quand on écrit et que quand il y a quelqu'un qui le fait, même un auteur inconnu, et qui le fait avec la meilleure honnêteté du monde, en y mettant ses propres tripes, effectivement, il n'a pas envie qu'on échange les bébés à la maternité. Ça, c'est clair. Et ça, je te rejoins là complètement. Alors là, c'est mes tripes de maman qui causent là. Mais c'est clair, on n'a pas du tout envie de ça, quoi. Ça revient à ça. Est-ce qu'on accepterait qu'on échange les bébés à la maternité? Ben non. Non, non, merci. Mais Micha, vas-y, tu veux rebondir dessus, du coup? Oui, je rebondis juste, tu parlais de rédemption, mais moi c'est très bien, mais encore une fois, la rédemption consisterait à effacer son nom, puisque la personne a du talent pour écrire, qu'elle écrive, mais qu'elle signe du nom de la personne qu'elle a spoliée. Et puis voilà. Après, il y a une obligation d'humilité quand on a triché d'une façon aussi grave. Bon, évidemment, c'est comme toutes les lois, c'est à partir d'un certain moment dans la vie, à partir d'un certain âge. Moi-même, j'ai commencé cette réunion en disant que j'ai commis un plagiat, mais c'était mon initiation en littérature. Mais à partir d'un certain moment, et surtout, je pense, quand il y a un enjeu financier ou un enjeu de notoriété, je crois que ça devient un crime de faire un plagiat. Ouais, c'est bien cette notion d'initiation littéraire. Je vais me confier aussi, j'ai fait exactement la même chose quand j'ai yes. Alors, quand j'étais plus jeune, j'avais 10-11 ans, j'ai écrit ma première nouvelle et j'ai écrit, bon, c'était un truc de fantastique avec des griffons, etc. Machin. Plus j'écrivais, j'étais content de mon travail et puis au bout d'un moment, plus je relisais, plus je me disais, mon Dieu, c'est un plagiat total d'un livre nommé Eragon. Et j'avais juste complètement plagié, j'avais changé les noms des personnages. J'étais un gamin, j'ai pas pu m'en empêcher d'avoir cette inspiration, donc je me suis empêché de publier cette œuvre qui prend la poussière au fond d'un placard et qui va y rester parce que le plagiat, je suis tout à fait d'accord, c'est honteux. Je ne peux pas comprendre comment des auteurs, surtout des auteurs de renom, j'ai l'impression qu'il y a souvent cet aspect des auteurs qui ont déjà du succès, qui sont à court d'idées et qui vont plagier de manière complètement simple. Et je trouve que les gens n'ont pas cette humilité dont tu parlais. Il faut être honnête. Soyons honnêtes, mon Dieu. Mais parce qu'il y a des enjeux financiers qui doivent être énormes. Parce que je pense qu'un auteur qui a un contrat avec une ou plusieurs maisons d'édition, mais je pense plutôt une maison d'édition, si l'éditeur lui dit, bah écoute, nous, on continue à te garder, mais il nous faut tant de livres par an ou tant de livres sur 5 ans, il y a de quoi paniquer quand même, hein. Parce que si tu as décidé d'en vivre et que ta vie au quotidien est assujettie à ce genre de dispositions, c'est clair que là, il va falloir ramer pour trouver de l'info, hein. Ou alors, il va falloir avoir des nègres, des gens qui vont... Ah oui, il y a ça aussi. Quelqu'un qui va écrire pour quelqu'un d'autre, mais dont on ne parlera jamais. Donc, Alexandre Dumas, on sait très bien qu'il avait un certain nombre de gens auprès de lui qui écrivaient selon ses idées, etc. Et que lui, il remasterisait tout ça, plus ou moins. Mais, mais là, c'est où est la véritable création aussi? Parce que si c'est, bah, je sais pas, j'ai entendu dire que Guillaume Musso était quelqu'un qui fonctionnait comme ça et qui signait de son nom des œuvres qui n'étaient peut-être pas que de lui à tout seul. Moi, je sais absolument pas si c'est vrai ou pas, mais si tel est le cas, il faudrait dire que c'est une œuvre collégiale.
dans ce cas-là. Alors, Musso, une œuvre déjà, et en plus, c'est même pas lui qui l'écrit. Alors, je suis effondré. Parce que déjà, ça vaut rien, mais en plus, ils sont plusieurs pour le faire. Mais pardon, j'ai Mais juste attends, intervenu. Mais... le mec, il arrive à pondre un roman tous les 3 mois. Attends, tu rigoles ou quoi, là? Il Ouais. n'est pas tout seul, c'est pas possible. Ah, mais si tu lis le roman, tu vois qu'il peut l'écrire en 3 mois, parce que ça vaut rien. Hein, je veux dire, Ça, c'est clair. jugement personnel. Jugement, je ne dénie pas, mais bon, jugement Absolument. personnel. Voilà. Mais je crois qu'on. Il y a, Vas-y, il y a Micha. peut-être des œuvres comme les San Antonio où on en a écrit 3, après on peut en écrire 400. Il n'y a plus aucune différence. En plus, c'est pas mal. Hein, il y a vraiment le style de l'auteur. Et dans ce cas, pourquoi ne pas mettre une machine avec plein de petits écrivains qui travaillent dans l'ombre d'un directeur, d'un chef d'équipe? Mais c'est pas de la littérature. Encore que San Antonio, je défends le côté littéraire. Il y a de la trouvaille là-dedans. Mais il n'y a pas besoin d'un écrivain pour faire ça, hein, en principe. Bon, là, ça ne me dérange pas. Et le problème, c'est que Musso enfin, je parle de Musso, pardon, je ne l'ai pas lu, donc peut-être que je le trouverais génial, mais je ne l'ai pas lu. Mais ce qui dérange, c'est que c'est maintenant lui le représentant de la littérature française. Et c'est là où il y a un problème. Ah oui. Ouais. Tout à fait. J'ai Je l'impression voudrais que. juste te dire une Oui, chose. Ah, vas-y, excuse-moi. Claude. C'est la deuxième fois que je t'interromps, je suis Non, désolée. vas-y. Je voyais que personne parlait, donc je me lance. Mais vas-y. Je voudrais juste dire une chose en rebondissant sur ce que vient de dire Micha. Je vous montre un livre de chevet, un de mes livres de chevet. J'ai acheté ça il y a quelques années et ça m'a fait un peu bondir, mais je ne vais pas faire de publicité. Vous voyez? Bon, Mhm. ce qui me dérange dans tout ça, c'est ça. Alors, bien sûr, c'est littérature, l'histoire de la littérature jusqu'à nos jours, on est d'accord. Donc, voilà qui apparaît sur la photo, là. Et je me dis que, en fait, ces gens viennent dénaturer la littérature. La littérature, c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. Je suis pas toujours en accord avec ce qui se fait. Vous parlez de Musso, on peut parler de Marc Lévy, comme j'apprécie quand même Marc Lévy, mais bon, ces auteurs-là, sans vouloir les dénigrer, comme disait Marc tout à l'heure, ils ont le pouvoir d'exister, hein, à travers ce qu'ils créent. Honnêtement, il y a beaucoup de gens qui les lisent, on est d'accord. Maintenant, ce que je voudrais dire pour terminer, c'est on a une absence de littérature. Un souffle de littérature, si on a une absence de souffle de littérature, Mhm. abstenez-vous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Oui, bah oui, la littérature Bon, je qui m'adresse. n'apporte rien. Voilà. C'est ça. C'est ce que je voulais dire. Oui, c'est ça. Faut s'abstenir du moment que on n'a pas la fibre littéraire, en fait. Ce qui, à mon Ça va sens, c'est couper dans 1 important. minute. Oui, j'allais vous le dire. On va se reconnecter pour faire un petit débrief de 10 minutes, mais je vais arrêter la session des podcasts et l'enregistrement maintenant, vu on a couvert un peu toutes les questions qui se posent. Et il y en a encore énormément. On pourrait parler des heures de plagiat, j'ai l'impression. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir, en tout cas, à faire cette séance avec vous, et j'espère que vous aussi. Et on se reverra la prochaine fois avec grand plaisir sur un nouveau thème pour les podcasts. Et donc, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.
Merci.